Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va parler de sécurité sur le web. Parce qu'on le dira jamais assez, mais la sécurité c'est vachement bien. Et pour être en sécurité lors de tes navigations sur le web, la seule solution c'est un VPN. Virtual Private Network comme on dit chez moi. Et tant qu'à faire, je te conseille NordVPN qui a été sacré meilleur VPN aux VPN Awards. Tu connais pas NordVPN? Tu débarques à peine sur YouTube ou quoi? Bon ok, je vais t'expliquer. Grâce à NordVPN, tu protèges ton trafic web privé de toute interférence externe. L'adresse IP, elle est masquée, les données, elles sont chiffrées. Donne-toi l'air intelligent en faisant semblant d'avoir compris mon con. Mais avec NordVPN, tu peux aussi faire plein d'autres trucs, comme te connecter sur un serveur étranger pour accéder au catalogue Netflix du pays en question. C'est tout un nouveau monde de contenu qui s'offre à toi mon gars. Et en plus, tu peux l'utiliser quasi partout. Il est compatible Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Comme ça, tu seras en sécurité partout. Elle est pas belle la vie. Et comme je suis un gars sympa, j'ai même une offre pour toi. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à moins 70% sur l'abonnement de 2 ans, soit 3,3€ par mois. T'en veux plus? T'es pas gonflé mon gars? Bon ok, mais c'est bien parce que c'est toi. En plus des moins 70%, je te fais un mois gratuit. C'est bon pour toi? Alors fonce, tu seras en sécurité et pour pas cher. Que demander de plus? De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui je vous propose un petit voyage dans le temps en compagnie de Doc et Marty. Alors calez-vous bien dans la DeLorean, c'est parti pour Retour vers le futur. Robert Zemeckis et Bob Gale se rencontrent en 1971 à la USC School of Cinematic Arts. Entre les deux étudiants en cinéma, c'est le coup de foudre instantané, le début d'une longue amitié et d'une collaboration fructueuse. En effet, très vite, les deux Bob comme on les appelle se rendent compte qu'ils ont les mêmes références et les mêmes ambitions. Là où les autres étudiants de leur promo ne jurent que par les grands auteurs, Zemeckis et Gale, eux, aiment les films grand public. Ils aiment le divertissement. Enfin attention, le bon divertissement, il s'agirait de pas mélanger les torchons et les serviettes. Les deux Bob se mettent donc à travailler ensemble, dans un premier temps sur leur film étudiant, et puis, une fois les études terminées, ils parviennent à vendre le script d'un pilote à Universal. Le studio, cernant un certain potentiel chez les deux hommes, leur propose alors un contrat sur 7 ans où ils toucheront tous de 50 000 $ par an pour travailler chez NBC, la filiale télévisuelle. Le genre de contrat qu'on ne refuse pas. Mais les deux Bob refusent, la télé ne les intéresse pas, ce qu'ils veulent, c'est faire du cinéma. Ils se remettent donc à l'écriture et finissent par entrer en contact avec John Milius, un ancien élève de l'USC désormais scénariste, à qui ils pitchent l'idée d'une comédie sur la Seconde Guerre mondiale. L'idée plaît à Milius, qui charge Zemeckis et Gale d'en tirer un scénario qui finit par atterrir entre les mains d'un certain Steven Spielberg, qui, emballé, décide d'en faire son prochain film, 1941. Ce n'est cependant pas la première fois que Robert Zemeckis croise la route de Steven Spielberg. En effet, quelques années auparavant, les deux hommes s'étaient rencontrés lorsque Spielberg était venu à l'USC projeter son film Sugarland Express. Suite à la projection, Zemeckis lui proposa de lui faire voir son court-métrage Field of Honor, pour lequel il avait obtenu l'Oscar du meilleur film étudiant, et Spielberg accepta, ce qui marqua le début d'une affection certaine entre les deux hommes. Ainsi, après avoir signé le script du prochain Spielberg, ce qui est toujours bon à mettre sur son CV, Zemeckis passe enfin à la réalisation en 1978 sur I Wanna Hold Your Hand, ou Crazy Day en France. Oui, parce qu'en France, on aime bien traduire les titres anglais par d'autres titres anglais. Puis en 1980 sur Used Cars, ou La Grosse Magouille en France. Oui, parce qu'en France, on aime bien traduire les titres anglais par des titres de merde. Deux comédies coécrites avec son complice de toujours Bob Gale et produites par ce dernier en collaboration avec Steven Spielberg. Et sur le papier, tout ça, c'est plutôt cool. Sauf que pas vraiment. En effet, déjà, 1941, sorti en 1979, ne fut pas spécialement bien accueilli par le public et ne parvint à se rentabiliser que grâce au box-office international. Et ce fut plus ou moins la même chose sur Crazy Day et La Grosse Magouille qui, s'ils furent plutôt bien appréciés par la critique, ne rencontrèrent pas le succès espéré auprès du public. Bref, Zemeckis et Gale commençaient à prendre conscience d'une chose, leur carrière ne tenait plus qu'à un fil et ils avaient besoin d'une idée extraordinaire pour leur prochain projet, au risque de perdre toute crédibilité auprès des studios hollywoodiens. On pourrait dire que le temps commençait à leur manquer. Pendant la tournée promotionnelle de La Grosse Magouille, Bob Gale fait son retour dans sa ville natale de Saint-Louis et comme il est bien élevé, il rend visite à ses parents. Ce faisant, il tombe sur le vieil album de lycée de son père, datant de 1940. En tournant les pages, il réalise à quel point cette époque, pourtant pas si lointaine, devait être différente. Il apprend également que son père était délégué de sa classe. Et s'il y a bien une personne que Gale détestait pendant ses années lycée, c'était son délégué de classe. Gale en vient alors à se poser la question suivante. S'il s'était retrouvé dans la même classe que son père, aurait-il été ami ? Il ne le sait pas encore, mais de cette simple question va naître quelque chose dont il ne pourrait imaginer la portée culturelle. Pour l'instant, il se dit simplement que cette question pourrait poser le germe d'une bonne histoire de voyage dans le temps, le genre d'histoire qu'il cherche à écrire depuis des années avec son compère Robert Zemeckis. De retour à LA, Gale s'empresse d'en parler à Zemeckis, lui demandant ce que ça lui ferait d'aller au lycée avec ses parents. Le réalisateur accueille l'idée avec enthousiasme et les deux Bob se remettent au travail. L'idée, un jeune des années 80 se retrouve plongé dans les années 50 et fait la connaissance de ses parents avec lesquels il se trouve contraint de jouer les entremetteurs. Les deux hommes foncent ensuite à la Columbia présenter leur
pitch à Frank Price, qui avait produit La Grosse Magouille et avait beaucoup apprécié travailler avec eux. Price est convaincu par le pitch de 30 secondes concocté par Gale et Zemeckis et les fait signer sur le champ pour en tirer un script. Ainsi, après quelques semaines, le 24 février 1981 très exactement, le premier jet de Retour vers le futur est écrit. Et ce sera pas le dernier. En effet, Frank Price trouve que le script est loin d'être parfait. Il manque de peaufinage et renvoie donc les deux Bob réécrire tout ça. Le 7 avril 1981, Gale et Zemeckis rendent leur deuxième copie, que Price aime beaucoup. Ça c'est mes champions, bravo les Bob. Sauf que Price est en pleine hésitation. Il a beau aimer le script, il doute de son attrait vis-à-vis du grand public, alors plutôt friand de comédies pour adultes un peu graveleuses. Ce qu'il attendait de la part des deux scénaristes, c'était ce genre de script, dans la veine de La Grosse Magouille, et malheureusement, le scénario qu'il a sous les yeux est beaucoup trop gentillé. En d'autres termes, ce n'est pas dans l'air du temps, et il n'est pas intéressé. Il libère donc Zemeckis et Gale de leurs engagements vis-à-vis de la Columbia, et les deux hommes repartent avec leur script sous le bras. Spielberg, qui adore le scénario, leur propose alors de produire le film, mais Zemeckis refuse. En effet, jusqu'à maintenant, aucune de leurs collaborations ne s'est avérée fructueuse, et il ne voudrait pas passer pour l'homme qui réalise des films uniquement parce qu'il est ami avec Steven Spielberg. Et même si ce dernier aurait été un allié de poids dans les négociations avec les studios, Zemeckis voudrait faire ses preuves par lui-même. Gale et lui apportent donc leurs manuscrits à tous les studios hollywoodiens. La Fox, la Warner, Paramount, Universal, mais tous partagent le même discours. La mode est à la comédie pour adultes et leur script est trop plein de bons sentiments. Décision est prise d'organiser une rencontre avec Disney, rencontre qui se solde par un refus catégorique. Le studio trouve en effet le script bien trop provoquant à cause de la scène où le héros se fait embrasser par sa propre mère, qui ignore alors qu'il est son fils. Du coup pour résumer, le script est jugé soit trop provoquant, soit pas assez provoquant. Hollywood. Et pour enfoncer le clou, les quelques films de voyage dans le temps ayant vu le jour ces dernières années n'ont pas très bien marché. Entre ça et leur CV peu reluisant, les deux Bob doivent se rendre à l'évidence, ils n'ont aucune chance de vendre leur script de comédie familiale à base de voyage temporel. Ils prennent donc la lourde décision d'abandonner Retour vers le futur, et plutôt que de se remettre à l'écriture et risquer d'essuyer de nouveaux échecs, Zemeckis décide d'accepter de réaliser la prochaine commande qui s'offre à lui. C'est ainsi qu'il hérite de la réalisation d'À la poursuite du diamant vert, film d'aventure avec Michael Douglas produit par la Fox. Mais le tournage se passe mal, le budget est beaucoup trop serré, et le studio, qui n'est pas convaincu par le premier montage, finit par ordonner à Zemeckis de repartir en tournage pour tenter d'améliorer tout ça. Le réalisateur, qui était censé enchaîner sur la réalisation du film Cocoon, autre production de la Fox, sera finalement écarté du projet par le studio, persuadé que le diamant vert est destiné à faire un flop au box-office. Sauf qu'à sa sortie en mars 84, le film connaît un grand succès tant critique que commercial, rapportant 115 millions de dollars pour seulement 10 millions de budget. Et ce succès surprise, qui héritera même d'une suite un an plus tard, permet à Zemeckis de gagner en popularité auprès des studios, qui ne se gênent pas pour venir le courtiser. Le réalisateur prend alors conscience qu'il dispose du pouvoir nécessaire pour choisir quel sera son prochain film, et pour lui, il n'y a aucun doute, ce sera Retour vers le futur. Étant cette fois-ci en position de force, il refuse de retourner voir les studios qui avaient si durement rejeté son bébé quelques années auparavant et décide plutôt d'aller voir celui qui a toujours cru en ce projet, Steven Spielberg. Toujours aussi enthousiaste, Spielberg accepte de produire le film via sa société Amblin Entertainment. Retour vers le futur serait ainsi le premier film produit par Amblin qu'il ne réaliserait pas. La classe. Spielberg conseille ensuite de proposer le projet à Sid Sheinberg, le président d'Universal, et c'est ainsi qu'après des années de galère, le projet reçoit enfin le feu vert d'un grand studio. Mais il y a encore du travail concernant le script, qui en est toujours à son deuxième jet, et pour lequel Sheinberg a quelques directives assez précises. Dans un premier temps, il veut que le nom de la mère du héros, Eileen, soit changé pour Lorraine, le prénom de sa femme, Lorraine Gary. Alors on le connaît le Sheinberg, hein, il ferait tout pour sa femme, même lui donner le rôle principal du 4e opus merdique d'une saga bien connue dont on a parlé il y a pas si longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire. Il demande également à ce que Zemeckis et Gale suppriment une sous-intrigue voyant Marty, le personnage principal, faire de la revente de vidéos pirates avec son ami le professeur, ce dans le but de financer les expériences de ce dernier. Pour rester sur le personnage du professeur, Sheinberg demande à ce qu'il soit appelé Doc, un titre moins pompeux, et que son singe de compagnie soit changé pour un chien, animal bien plus apprécié par le public. C'est donc avec une longue liste de requêtes que Zemeckis et Gale se remettent à l'ouvrage et achèvent un 3e jet en juillet 84. Face à cette nouvelle version, Sheinberg est ravi, sauf pour un petit détail. Le titre. Pour lui, Retour vers le futur, ça ne veut rien dire. En plus de ça, c'est clairement un titre qui annonce un film de voyage dans le temps, et ce genre de film, ça ne marche pas. Il envoie donc un mémo à Spielberg, Zemeckis et Gale pour expliquer son point de vue et demander à ce que le titre soit changé pour Spaceman from Pluto, le cosmonaute venu de Pluton, un titre bien plus accrocheur selon lui. Face à ce mémo tout bonnement ridicule, Zemeckis et ses producteurs ne savent pas trop comment réagir sans risquer d'offenser Sheinberg. La légende raconte que répondre ta gueule Sid leur traverse à l'esprit. Mais Spielberg étant extrêmement diplomate, il décida tout simplement de répondre de façon très amicale, remerciant Sheinberg pour ce trait d'humour fort bienvenu qui avait bien fait rire toute l'équipe de Bon Matin. Ah, sacré Hubert, toujours le mot pour rire. Autant dire que Sheinberg ne mit plus jamais le sujet sur la table. Une fois le script fin prêt, Spielberg et Zemeckis s'attelèrent donc à rassembler une équipe de choc, et c'est ainsi que Frank Marshall et Kathleen Kennedy, cofondateurs d'Amblin, ainsi que Neil Canton, rejoignirent Spielberg et Bob Gale à la production. Zemeckis fit ensuite appel à quelques-uns de ses collaborateurs sur le diamant vert, à savoir le directeur de la photographie Dean Cundy, le directeur artistique Lawrence G. Paul et le compositeur Alan Silvestri. L'équipe se mit ensuite à la recherche de la ville parfaite pour représenter Hill Valley, où prendrait place la majorité de l'action du film. Cependant, il fut rapidement décidé de tourner au sein des studios Universal pour limiter les coûts. En effet, Hill Valley étant représenté à travers 2 époques différentes, il allait être nécessaire d'avoir le contrôle quasi total des décors, et l'équipe artistique aurait beaucoup plus de latitude en studio.
Le décor des studios Universal utilisé pour représenter Hill Valley fut également utilisé dans Gremlins pour représenter Kingston Falls. C'est pas incroyable sans déconner? C'est donc une tâche titanesque qui attendait le directeur artistique Lawrence J. Paul, qui eut pour mission de recréer l'esprit d'une petite ville américaine de 1955 à travers les décors, costumes, accessoires et de nombreuses marques. Concernant la star du film, à savoir la machine à voyager dans le temps, c'est Ron Cobb, extraordinaire designer qui avait notamment conçu le Nostromo d'Alien, qui est choisi pour lui donner forme. Un petit challenge donc, mais l'homme avait déjà une bonne base à sa disposition. En effet, après des années d'errance scénaristique de la part des deux Bob qui pendant un temps avaient décidé que la machine serait conçue à partir d'un frigo que Doc déplacerait à l'arrière d'un pick-up, ouais, ils ont laissé tomber l'idée de peur que des gamins s'enferment dans leur frigo après la sortie du film. Ils ont finalement décidé que leur machine serait une DeLorean, choisie pour son design relativement futuriste. Et parce que, quitte à voyager dans le temps dans une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Cobb se mit donc à la tâche et accoucha d'un design validé par l'équipe avant d'être amélioré par Andrew Proberts, alors en charge des storyboards du film, et qui créa également une première version de son logo. On lança ensuite la fabrication de 3 DeLorean à voyager dans le temps, à divers niveaux de finition selon les séquences à filmer. Pour ce faire, l'équipe artistique utilisera carrément des pièces détachées récupérées dans une case de la NASA. Bref, les choses se mettent en place correctement. Mais y a un hic. Le hic, c'est que tout ça commence à coûter bonbon, et si Schoenberg, il veut réduire le budget de 5 millions de dollars. Principal dommage collatéral de cette coupe dans le budget, le climax qui devait voir Marty se rendre sur un site d'essai nucléaire au Nevada et utiliser la puissance d'une explosion pour alimenter la machine et rentrer en 1985. Schoenberg est très clair, hors de question d'aller tourner au Nevada. Il va donc falloir faire en sorte que le climax se déroule sur les décors d'Universal Studios. C'est alors que les deux Bob ont une révélation. La scène finale sera une course contre le temps entièrement basée sur l'horloge de l'hôtel de ville, autrement dit basée sur le thème du temps, à la fois dans le fond et dans la forme. Histoire de boucler la boucle temporelle. Niveau casting, pour le rôle de Marty McFly, Zemeckis et Gale veulent Michael J. Fox, alors connu pour son rôle dans la série Sacrée Famille. Ils n'ont pas écrit le script en pensant spécifiquement à lui, mais ils sentent qu'il sera parfait dans le rôle de cet adolescent toujours dépassé par les événements et profondément attachant. À la fin de l'été 84, Spielberg contacte donc le producteur de Sacrée Famille, Gary David Goldberg, lui confie le script et lui demande une rencontre avec Fox. Goldberg lit le script, l'adore et ne doute pas du fait qu'il plaira énormément à Fox, mais il refuse de lui faire lire et d'arranger la rencontre. Vraiment pas cool. La raison, la série Sacrée Famille est en train d'exploser. Fox plaît énormément au public et son personnage est censé être mis de plus en plus en avant au fil des épisodes. Goldberg ne veut donc pas risquer de perdre son acteur vedette alors que la série est au sommet de sa popularité. Déçus, les deux Bob doivent donc se résigner à trouver quelqu'un d'autre. Concernant le rôle de Doc, de nombreux acteurs sont considérés. Jeff Goldblum, John Lithgow, John Cleese, Gene Hackman, Harold Ramis et le producteur Neil Canton finit par suggérer Christopher Lloyd, une idée qui plaît beaucoup aux deux Bob qui décident de lui envoyer le script. Lloyd le reçoit, le lit et le jette à la poubelle. Nom de Zeus! À ce moment-là, Lloyd est en réalité en plein questionnement sur ses choix de carrière et envisage tout simplement de mettre le cinéma de côté pour retourner sur les planches. Et c'est sa femme qui finit par le convaincre d'aller rencontrer Zemeckis. Fort heureusement, le courant passe extrêmement bien entre les deux hommes et le reste appartient à l'histoire. Pour le reste de la distribution, Lea Thompson, révélée dans Les Dents de la Mer 3, obtient le rôle de Lorraine, la mère de Marty, rejoignant Crispin Glover dans le rôle de George, le père, et Tom Wilson dans le rôle de Biff Tannen, le méchant de l'histoire. Les jeunes acteurs seront ainsi grimés pour paraître plus vieux dans les scènes se déroulant dans le présent. Concernant Marty, les deux Bob sont toujours en pleine galère. Tous les jeunes acteurs du moment sont envisagés, Johnny Depp, John Cusack, Charlie Sheen, mais aucun ne correspond. Et puis un jour, si Thomas Howell vient passer des essais qui emballent les deux Bob. À peu près au même moment, Eric Stoltz passe également des essais, mais pour Gale et Zemeckis, c'est décidé, Howell sera parfait. Sauf que quelqu'un décide de venir interférer dans la manœuvre. Devinez qui c'est. Sid Sheinberg veut Eric Stoltz car elle pressent que le film Masque de Peter Bogdanovich, dans lequel il incarne le rôle principal, va faire de lui une star. Il impose donc Stoltz dans le rôle de Marty, menaçant Zemeckis de faire stopper la production si le film ratait sa date de sortie calée pour le 24 mai 85, ce qui arriverait sans aucun doute si Zemeckis n'embauchait pas un acteur principal immédiatement. Les deux Bob ne sont donc pas enchantés par la situation, mais doivent faire avec, et Stoltz est officiellement engagé en tant que Marty McFly. Sheinberg est tellement sûr de lui qu'il déclare que si jamais l'acteur ne convenait pas, il permettrait à Zemeckis et Gale de le remplacer. Et bah j'aime autant te dire que ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, mon con. Et donc, le tournage débute enfin le 26 novembre 84 avec 15 millions de dollars de budget. Il est censé se terminer 2 mois plus tard, le 28 février, pour être fin prêt pour sa sortie le 24 mai. Mais rapidement, l'équipe se rend compte qu'Eric Stoltz n'est pas un acteur facile. Grand adepte de la méthode, il tient à rester 24 heures sur 24 dans la peau du personnage et demande à ce qu'on l'appelle Marty. En soi, ce n'était pas vraiment méchant, mais en plus de ça, l'acteur avait tendance à n'en faire qu'à sa tête, remettant sans cesse en question les décisions de Zemeckis et entraînant par là même quelques tensions entre lui et le réalisateur. Pour Zemeckis, Marty devait avoir un côté maladroit et comique malgré lui, et Stoltz ne comprenait pas ça. L'acteur était trop intense, trop premier degré. Bref, Stoltz et Zemeckis avaient une vision totalement différente du personnage. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Stoltz n'y mettait pas du sien. En effet, il s'entraînait avec beaucoup de sérieux pour préparer sa scène de poursuite en skateboard avec le champion Bob Schmelzer, sa doublure cascade, et a également tout fait pour paraître crédible avec une guitare, lui qui ne savait pas du tout en jouer. Bref, on pouvait reprocher beaucoup de choses à Stoltz, mais pas son manque d'implication. Mais force est de constater que l'acteur était particulier. Ainsi, lors de la 5e semaine de tournage, Stoltz se met carrément Tom Wilson à dos, celui qui incarne sa némésis à l'écran, mais que l'équipe décrit comme un acteur à
adorable. En plein tournage d'une scène d'escarmouche entre les deux personnages, Stoltz ne veut pas faire semblant de repousser Wilson et, prise après prise, il le repousse de toutes ses forces malgré les injonctions de son collègue qui lui demande gentiment d'y aller plus doucement. Fort heureusement, Wilson gardera son calme mais restera marqué pendant une dizaine de jours au niveau des clavicules. Une fois la scène en boîte, Wilson n'aura qu'une hâte, tourner la prochaine scène d'altercation entre son personnage et Marty où il n'a clairement pas l'intention de faire semblant. C'est ce qui s'appelle être pris à son propre piège. Et puis, au bout de la 6e semaine de tournage, soit à la moitié des prises de vue, Zemeckis se rend dans la double caravane installée sur le parking d'Amblin Entertainment, là où Arthur Schmidt et Harry Keramidas travaillent sur le montage du film, et observe les rushs avec attention. En réalité, Zemeckis est malheureux et frustré. Il réalise le film de ses rêves, mais il n'est pas satisfait de la tournure des événements. Pourtant, son équipe est au top, et son casting aussi. Mais concernant Eric Stoltz, ça ne marche pas. Son interprétation est trop froide. L'acteur paraît totalement à côté de la plaque, et en décalage complet par rapport au reste du casting, comme s'il jouait dans un autre film. Face aux rushs qui ne font que confirmer ses doutes, Zemeckis décide de faire part du problème à ses producteurs et de leur projeter les rushs. Le verdict est sans appel, Stoltz doit être remplacé. Seulement pour ça, il faut l'aval de Sid Sheinberg. Ils doivent donc préparer le terrain en commençant par trouver un acteur disponible pour reprendre le rôle. Et pendant ce temps, le tournage continue avec Stoltz sans informer qui que ce soit que quelque chose d'énorme est en train de se tramer. Zemeckis et Gale décident alors de retenter leur chance avec celui qu'ils veulent depuis le début, Michael J. Fox. Spielberg entre donc de nouveau en contact avec Gary David Goldberg et le supplie de coopérer. Par chance, étant donné que le tournage de Sacrée Famille approche de sa fin et que Fox est censé être légèrement moins mis à contribution pour les épisodes à venir, il semble y avoir effectivement une carte à jouer. Goldberg accepte donc de proposer le projet à Fox. Il invite son acteur dans son bureau, lui explique la situation et lui donne le script. Ce faisant, Goldberg impose ses conditions. Sacrée Famille aura toujours la priorité et s'il accepte Retour vers le futur, le jeune acteur de 24 ans devra tourner les deux projets en même temps. Fox, enthousiaste, accepte immédiatement sans même lire le scénario. Excellente nouvelle donc, mais le plus dur reste à venir car il faut désormais informer Sheinberg de la situation. Tâche ardue car cela allait coûter beaucoup d'argent au studio. Non seulement il allait falloir payer à Stoltz l'intégralité du cachet qui lui avait été garanti par son contrat, mais il faudra aussi payer le retournage de très nombreuses scènes, sans oublier la révision complète du planning impliquant le décalage de la sortie du film. Et détail qui a son importance, accepter de remplacer Stoltz, ça reviendrait pour Sheinberg à admettre qu'il avait eu tort depuis le début, ce qui n'était pas forcément gagné connaissant le bonhomme. Mais Sheinberg finit cependant par donner sa bénédiction et fournit une rallonge de 4 millions de dollars sur le budget pour retourner les scènes déjà mises en boîte avec Stoltz. Ne restait plus qu'à informer l'équipe et surtout le principal intéressé qui ne se doutait de rien. Zemeckis l'amène donc dans sa caravane et lui explique la situation et les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Concernant la réaction de l'acteur face à la nouvelle, les versions diffèrent. Certains parlent d'un soulagement pour lui qui vivait ce tournage avec frustration étant bien conscient qu'il ne savait pas comment incarner le personnage, et d'autres versions laissent entendre qu'il a été bien plus véhément. Quoi qu'il en soit, ce fut une fin de tournage pour Stoltz. Du côté de l'équipe, mis à part Lea Thompson, tout le monde accueillit la nouvelle de façon relativement positive, l'acteur n'ayant pas particulièrement bonne réputation sur le plateau. Malgré tout, son remplacement n'était pas forcément une bonne nouvelle car elle impliquait d'ajouter 2 mois de tournage supplémentaires au planning et de travailler les week-ends pour s'accorder au planning de Michael J. Fox sur Sacrée Famille. L'équipe devrait donc être amenée à faire de nombreux sacrifices pour tourner le film. De son côté, Fox découvre le script et s'il est dans un premier temps légèrement décontenancé par sa complexité, il découvre avec joie qu'il a de nombreux points communs avec Marty. Il fait du skate, de la guitare, le rôle semble taillé sur mesure pour lui. Il débarque donc sur le tournage et c'est une révision complète du look de Marty qui s'ensuit. Différents costumes, différentes coupes, le Marty de Fox n'a plus rien à voir avec celui de Stoltz. Et donc, à la mi-janvier 85, le tournage démarre pour Fox sur une scène de nuit où il partage la vedette avec Christopher Lloyd. Et si Lloyd est dans un premier temps légèrement décontenancé par ce changement soudain, il réalise bien vite qu'une véritable alchimie opère naturellement entre lui et son nouveau partenaire. Et Lloyd n'est pas le seul à grandement apprécier le jeune acteur. Humble, sympathique, bourré d'humour et enthousiaste vis-à-vis du projet, Fox s'intègre extrêmement bien à l'équipe, apportant avec lui une énergie bien différente de Stoltz. Une énergie positive et communicative qui change radicalement la dynamique du tournage. Incroyable comme une seule personne peut faire toute la différence. L'équipe s'active ainsi à refaire une grande partie des scènes, reprenant quasiment tout le tournage de zéro. Et pour Zemeckis, même s'il est très heureux de travailler avec Fox, qui incarne le personnage de la façon dont il l'a toujours rêvé, tous ces événements s'avèrent compliqués à vivre. Le réalisateur a l'impression d'être passé pour un amateur qui a passé 6 semaines à jeter l'argent du studio par les fenêtres, et il a peur que cette réputation lui colle à la peau. Et du côté de Fox, le tournage va vite s'avérer éreintant. Entre Sacrée Famille et Retour vers le futur, il n'a quasi pas de temps de repos et ne dort en moyenne que 5 heures par jour, quand ce n'est pas seulement 2. Le planning partagé avec Sacrée Famille va d'ailleurs compliquer les choses, tout changement d'emploi du temps de Fox sur la série ayant des répercussions directes sur celui de Retour vers le futur. Et autant vous dire que quand les changements arrivent à la dernière minute, c'est juste un bonheur niveau logistique. Et au-delà de toutes ces difficultés indépendantes de la volonté de l'équipe, il ne faut pas oublier non plus que, de base, Retour vers le futur est un tournage complexe et riche en challenges. Des cascades, des effets spéciaux, des poursuites en voiture, une scène de bal avec 200 figurants, une séquence musicale, sans oublier que le tout se passe en grande partie de nuit. Mais le tournage se déroule néanmoins dans une ambiance bon enfant, en témoigne cette blague faite par les accessoiristes à Fox qui, alors qu'il est censé boire dans une flasque, ne se doute pas qu'elle a été véritablement remplie d'alcool.
Le tournage suit donc son cours et c'est finalement l'acteur Crispin Glover, l'interprète de George McFly, qui se met à poser problème. Exubérant et excentrique, l'acteur a tendance à n'en faire qu'à sa tête, tout comme Stoltz avant lui, au grand dam de Zemeckis qui commence à perdre patience. Par exemple, lors du tournage d'une scène où George est censé être assis, Glover tient à se balancer sur sa chaise, ce qui le fait sortir du cadre et passe son temps à se décoiffer, arguant que George est un écrivain et que les écrivains ont les cheveux en bataille. Pas forcément, non. Le conflit va durer entre Zemeckis et lui jusqu'à ce que le producteur Neil Canton passe un véritable savon à l'acteur qui finit par coopérer. Et donc, le 26 avril 85, le tournage s'achève avec 2 mois de retard sur le planning initial, le film visant désormais une sortie pour le 19 juillet. Face au premier montage du film, Zemeckis est rassuré, le film fonctionne, même s'il reste évidemment de nombreuses modifications à apporter pour que tout soit parfait. Concernant la musique, le réalisateur donne à Alan Silvestri une indication simple, elle doit être spectaculaire, héroïque, grandiose, bref, digne d'un grand film d'aventure. Et pour le générique de fin, Huey Lewis du groupe Huey Lewis and the News, qui avait signé avec Amblin pour que son nouveau morceau Power of Love apparaisse dans le film et qui s'était même vu offrir un petit rôle pour marquer le coup, se laisse convaincre de composer une chanson spécialement pour l'occasion, Back in Time, ce qui obligea d'ailleurs le groupe à refuser de composer une chanson pour le SOS Anthem de la Columbia. On ne peut pas tout avoir. La première projection test du film eut lieu à San Jose le 18 mai 85 et obtint les réactions les plus enthousiastes jamais reçues par un film des studios Universal. Personne ne savait de quoi le film allait parler, mais une fois les enjeux compris, ils furent embarqués dans l'aventure de leur vie. Ainsi, le film fut reçu sous un tonnerre d'applaudissements, et ce même s'il était encore très loin d'être achevé. Face à ce succès, Sheinberg exigea une seconde projection test, cette fois-ci en présence des cadres du studio, et ce fut de nouveau un triomphe. Se rendant compte qu'il tenait entre ses mains une véritable poule aux œufs d'or, le président du studio demanda à faire avancer la date de sortie du film de 2 semaines, pour le 3 juillet, soit le week-end de la fête nationale, qui donnerait au film toutes les chances de cartonner au box-office. Le studio ILM se mit donc à la tâche pour fournir les 32 plans à effets visuels du film, et le reste de l'équipe de post-prod travailla d'arrache-pied 24 heures sur 24 pour tenir les délais serrés. Enfin, l'illustrateur Joe Strazen, à qui l'on doit de nombreuses affiches cultes, fut engagé pour concevoir la célèbre affiche du film. Et tout fut prêt à temps. Le 3 juillet 1985, Retour vers le futur sort sur les écrans américains et c'est un immense carton rapportant plus de 200 millions de dollars sur son territoire. En comptant les recettes à l'international, c'est près de 400 millions de dollars que le film va rapporter, soit le plus gros succès de l'année 85. Le public comme la critique furent plus qu'emballés face à cet ovni, Objet cinématographique non identifié, qui reçut l'Oscar du meilleur montage sonore et des nominations au meilleur scénario, meilleur son et meilleure chanson originale pour Huey Lewis and the News. Bref, on peut parler d'un succès. Le film suit les aventures de Marty McFly, jeune lycéen américain à la vie de famille Compliqué. Entre sa mère alcoolique, son père inexistant et une fratrie qui n'a pas l'air hyper fut-fut, c'est pas trop la folie. Fort heureusement pour compenser, Marty a sa copine Jennifer et surtout Doc, son meilleur ami, un inventeur complètement perché qui lui présente sa toute dernière création, une machine à voyager dans le temps. Sauf que suite au premier test, les choses tournent mal et Marty atterrit 30 ans plus tôt, en 1955. Il n'a alors qu'une solution, aller voir Doc et lui demander son aide pour entrer en 85. Sauf qu'il y a plus grave. Marty a modifié le cours du temps et sa mère Lorraine est tombée sous son charme en lieu et place de son père George, mettant sa propre existence en danger. S'il ne fait pas de son mieux pour rattraper le coup, Marty sera tout simplement effacé de la réalité. Une situation relativement fâcheuse, vous en conviendrez. Retour vers le futur, c'est un film extraordinaire. Clairement une des meilleures productions Amblin. Une réussite totale qui, 35 ans plus tard, fonctionne toujours autant. C'est d'ailleurs marrant de voir à quel point ce film entièrement basé sur le voyage dans le temps peut être intemporel. Mais du coup, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous plaît tant dans Retour vers le futur ? Bon déjà il faut saluer la maîtrise totale de Bob Gale et Robert Zemeckis en ce qui concerne le scénario. Je suis toujours bluffé par la simplicité apparente dont l'histoire pourtant relativement complexe se dévoile petit à petit. Il y a énormément d'éléments expositionnels à digérer, ne serait-ce que pour mettre en place le principe du voyage temporel, mais tout se fait de façon extrêmement fluide et on n'a jamais l'impression désagréable d'une overdose d'infos. Ce qui peut être le cas sur des films tout pourris comme Silent Hill Révélation par exemple. Ici, chaque élément semble à sa place et la moindre bribe d'information nous est présentée naturellement sans jamais nous perdre en route. C'est un peu une sorte de masterclass en narration qui nous est offerte ici, et les deux Bob n'ont clairement pas volé leur nomination à l'Oscar du meilleur scénario. Et puis non seulement l'histoire est bien racontée point de vue technique, mais en plus, l'histoire est bien, tout simplement. L'histoire de Retour vers le futur est juste géniale. Et s'il y a beaucoup de qualité dans cette histoire, c'est selon moi le fait d'avoir deux enjeux principaux qui se renforcent l'un l'autre qui fait toute la différence. Pour rappel, il faut d'un côté faire entrer Marty chez lui en 85 et de l'autre faire en sorte que ses parents tombent amoureux. Si on avait simplement suivi les aventures de Marty bloqué en 55, on aurait probablement assez vite fait le tour du sujet, mais le fait d'avoir placé une intrigue avec ses parents jeunes, c'est clairement l'idée de génie du film. Idée de génie parce que, déjà, ça nous offre quantité de moments de pure comédie qui font toujours mouche. Mais genre toujours, c'est juste magique. Regardez Retour vers le futur, c'est sourire pendant 1h50 et y a pas à dire, ça fait du bien. Les situations cocasses et saugrenues se succèdent et c'est avec un plaisir énorme que l'on suit les aventures de Marty face à sa mère qui lui fait du rentre-dedans et celle avec son père à qui il tente d'apprendre à devenir un homme. On en arrive donc au second point qui fait que selon moi, cette histoire est géniale. Dans Retour vers le futur, on voit un enfant interagir avec ses parents, mais leurs rapports sont totalement inversés. En fait, on assiste à un échange de statuts entre les deux parties, où Marty éduque ses parents et pas l'inverse, les aidant par conséquent à devenir de meilleures personnes. Cette inversion des rôles est donc franchement bien pensée et amusante et permet au casting de s'en donner à cœur joie. Retour vers le futur dispose en effet d'une galerie de personnages inoubliables campés par des acteurs totalement investis. C'est bien simple, on n'imaginerait personne d'autre qu'eux dans leur rôle. Quand on pense que Michael J. Fox a failli jamais incarner Marty, ça c'est le genre de réalité alternative dont personne ne veut, tiens.
Reste-t-il des plans d'Eric Stoltz au sein du film? En voilà une question intéressante. D'après Tom Wilson qui incarne Biff, il est possible que le plan dans lequel Marty lui met un coup de poing soit effectivement un plan ayant survécu à la première moitié du tournage. Le point que l'on aperçoit à l'écran serait donc en théorie celui de Stoltz. En tout cas, on comprend pourquoi Eric Stoltz a été remplacé, tant Fox incarne le personnage avec un naturel désarmant. Il est Marty McFly. Maladroit et toujours avec un train de retard mais profondément sympathique, Marty, c'est un peu le bon pote qu'on aimerait tous avoir. Et les mimiques de Fox et sa façon de déclamer ses répliques tapent toujours dans le mille, achevant de faire de Marty McFly le guide parfait de ses aventures temporelles complètement givrées. Parce que oui, ce qu'on aime aussi dans Retour vers le futur, c'est bien cette folie ambiante, personnifiée par Doc Brown lui-même, incarné par le génial Christopher Lloyd. Tout comme Marty, Doc est un personnage tout bonnement excellent. Le stéréotype du savant fou certes, mais avec ce supplément d'âme qui fait toute la différence. Et Lloyd semble avoir clairement pris son pied à incarner le personnage, qu'il a conçu comme un mélange entre le chef d'orchestre Leopold Stokowski et Albert Einstein. L'alchimie entre lui et Fox saute aux yeux, et on ne pourrait concevoir Retour vers le futur sans ce duo improbable et pourtant si complémentaire. Et personnellement, j'aime voir Doc comme une sorte de version méta de Robert Zemeckis, un inventeur un peu dingue qui ne manque pas d'idées mais du cœur à l'ouvrage, mais qui malheureusement enchaîne les échecs jusqu'à ce qu'il invente enfin quelque chose qui marche, la machine à voyager dans le temps. Voilà, ça c'est ma petite interprétation perso, vous en faites ce que vous voulez. Mention spéciale également pour Crispin Glover, Lea Thompson et Tom Wilson, figures tout aussi indissociables de la trilogie. Même si on reviendra plus tard sur le cas Crispin Glover. Tous les acteurs offrent donc une interprétation millimétrée à l'image de la mise en scène de Robert Zemeckis. En effet, le film offre à Zemeckis l'occasion de prouver tout son savoir-faire et autant dire qu'il se fait plaisir. La maîtrise est omniprésente et à l'image du scénario, la réalisation est basée sur un degré de précision remarquable. Ça commence d'ailleurs très fort dès la toute première scène, un plan séquence complexe qui a pour but de nous présenter le personnage de Doc sans que ce dernier ne soit présent à l'image. Tout ce qu'on voit, ce sont de multiples pendules, ses inventions et la une d'un journal. Il n'en faut pas plus pour mettre en place la base des éléments centraux du film, le temps, des machines et du plutonium. Ah, je suis étonné que Schoenberg ait pas pensé à ça comme titre alternatif, tiens. Le reste du film est du même acabit, c'est une précision incroyable et le sens du timing est juste irréprochable. Rien n'est laissé au hasard et on sent bien que c'est le souci du détail qui guide la mise en scène de Zemeckis. Tout comme elle guide le scénario, la direction artistique et les personnages eux-mêmes. Ainsi, on passe du rire à la tension la plus totale, parfois en une fraction de seconde. L'acte 3 autour de l'horloge de l'hôtel de ville est d'ailleurs probablement la séquence la plus représentative de cette réussite. C'est un modèle du genre où écriture, réalisation, montage et musique s'accordent dans une perfection formelle à faire pâlir d'envie la plupart des blockbusters d'aujourd'hui. Retour vers le futur dispose donc d'un lot de scènes iconiques tout bonnement hallucinant. Le premier test de la DeLorean sur le parking des Deux Pins, l'arrivée de Marty dans le Hill Valley des années 50, la poursuite en skateboard, Marty qui chante Johnny B. Good, et j'en passe. Le plaisir de visionnage est constant, il y a strictement rien à jeter, et les séquences cultes s'enchaînent avec maestria, le film fonçant à 88 miles à l'heure avec pour ambition de nous offrir le spectacle le plus jouissif possible. Mission accomplie. Et si la fin du film n'aura pas forcément été bien perçue par tout le monde, étant donné qu'on peut y déceler un message un peu maladroit, l'argent fait le bonheur en gros. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Je trouve que le message global du film et ce qu'il cherche à nous enseigner est beaucoup plus pertinent. Ne jamais voler du plutonium à des terroristes pour faire fonctionner sa machine à voyager dans le temps. Ça pourrait vite dégénérer. Ah, et aussi, parfois, il ne suffit que d'une seule action pour changer le cours des choses et prendre sa vie en main. Bon ok, c'est relativement simpliste, mais un peu d'optimisme, ça fait du bien merde. Alors si un jour vous vous sentez dans une mauvaise passe, dites-vous que même George McFly a réussi à s'en sortir, il suffit juste d'avoir la volonté de le faire. À grands coups de poing dans la gueule. Bref, Retour vers le futur, vous l'aurez compris, c'est un chef-d'œuvre de divertissement qui mérite bel et bien son statut de film culte. Avec des personnages joués en couleur et attachants copés par des acteurs talentueux, une mise en scène inspirée, une histoire passionnante, sans oublier la cerise sur le gâteau, la géniale musique d'Alan Silvestri, indissociable du film. On tient là la crème de la crème des films consacrés au voyage dans le temps, et si vous l'avez toujours pas vu, bah vous venez de vous faire spoiler les principaux éléments de l'intrigue et c'est pas ouf, mais vous prendrez quand même beaucoup de plaisir à le découvrir, faites-moi confiance. Parce que c'est un film qui ne vieillit pas et qui ne perd pas en intérêt au fur et à mesure des visionnages. C'est toujours un plaisir de voir Retour vers le futur. Bien évidemment, au vu du succès énorme et inattendu du film et considérant sa fin très ouverte, ce ne serait qu'une question de temps avant que l'idée d'un deuxième opus ne commence à faire parler d'elle. Mais on parlera de tout ça la prochaine fois. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!